battre l'état de l'art en modélisation du langage, appliqué en reconnaissance de la parole, non seulement en termes de perplexité, mais en termes de word error. Donc c'est des choses assez intéressantes qui se passent de ce côté-là. Ok. On a fait des choses dans mon labo récemment sur l'utilisation de ces idées-là avec un problème de transfert qui s'appelle l'adaptation au domaine. Donc là, l'idée c'est qu'on a du texte dans différents domaines, une cinquantaine de domaines. Il y a un benchmark qui a été établi sur 4 domaines dans lequel on va apprendre des représentations et apprendre un classifieur qui prédit le sentiment. Est-ce que la personne a aimé ou pas aimé quelque chose à partir d'une phrase qu'elle a tapée. Et on utilise une version des nosing encoder avec des rectifieurs comme unité cachée, c'est-à-dire au lieu de faire un sigmoïde, on fait un truc comme ça, qui est la partie positive, et une pénalité de sparsité. Donc ça c'est quelque chose qu'on a utilisé dans la dernière année, qui donne vraiment des bons résultats dans tout ce qui est traitement du texte. C'est des denosing autoencoder avec une linéarité particulière qui donne lieu à la sparsité et une pénalité de sparsité qui en rajoute encore. Et là, on va aller à l'art aussi de manière assez importante sur ce problème qui est un baseline de classification de texte. C'était la méthode avec l'art, comme vous l'appelez, maintenant c'est donc notre technique. L'échelle ici nous montre quand même que ce que ça représente, c'est l'amélioration. Le ratio de transfert, c'est de combien on empire en allant sur une nouvelle distribution par rapport à la distribution originale. Et donc on veut s'approcher de 1. Donc mettons que l'état de l'art, ça voulait dire que c'était 35% pire à cause du transfert à une nouvelle distribution. Et là, ici on est descendu à 10%, mais en fait avec les résultats récents, on est rendu à peu près 1% quand on entraîne avec toutes les... Je pense que j'ai dans la suivante. Ça c'est un autre... non, c'est pas ça. Bon, en tout cas, en entraînant avec plus de données et puis sur toutes les bases, on n'a presque pas de perte finalement à passer à un nouveau dataset. Je saute plein de choses qu'on a fait pour améliorer l'efficacité de temps de calcul avec ces trucs sparse. Il y a un truc intéressant qui se passe avec ces rectifieurs sparse, ces réseaux de neurones avec des rectifieurs, c'est que ce que j'ai représenté ici, c'est le fait qu'à une couche particulière du réseau de neurones, on va se trouver avec un petit sous-ensemble des unités qui sont actives. À cause de la sparsité, à cause du fait que on a une non-linéarité dure ici qui dit si la somme des entrées est plus petite que 0, pouf, on met 0, sinon on a une valeur réelle positive. Et au début, moi je pensais que ça ne marcherait jamais ce truc-là parce que je me disais merde, le gradient ne peut pas passer à travers les unités qui sont à off. En fait non, ça se passe très bien. Probablement que le gradient, donc, évidemment, il ne passe pas dans les unités qui sont à off, mais dans les unités qui sont à on, il passe beaucoup mieux. Et il est plus concentré sur certains endroits. Donc il y a quand même, c'est pas qu'un chemin, il y a quand même un grand nombre de chemins qui va être actif là-dedans, mais il y en a beaucoup moins que dans un réseau traditionnel avec des sigmoïdes où tous les neurones sont actifs en même temps. Pourquoi tu appelles ça sparse? Parce que les sorties de chaque neurone, c'est soit 0, soit un nombre positif. Parce que ça, c'est ce qu'on fait quand on veut créer une valeur absolue en electrical engineering. Pour faire de la démodulation, tu fais ça et puis ensuite tu moyennes. Tu fais un rectifieur, quand tu as un truc, tu commences par faire, tu fais ça, tu fais le max. Tu as un truc qui est oscillant, donc une phase, tu fais le max, tu moyennes et tu récupères l'enveloppe. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans les modèles audio, souvent Cochlear, etc., c'est ça, hein, les modèles qu'il y a derrière. C'est un max et puis une légère diffusion derrière et ça te donne l'enveloppe.
Donc c'est pour ça que, et donc c'est juste une technique pour récupérer des enveloppes. Donc c'est pour ça que je peux te demander, est-ce que c'est vraiment de donc ça n'a rien à voir avec de la sparsité, hein, c'est juste... Ça fait naturellement de la sparsité parce qu'on fait max, si tu max lises quelque juste chose derrière. zéro. Pas si tu lises juste derrière, tu récupères vraiment des enveloppes. Si l'unité après le max, juste derrière, tu as un peu de régularisation, en fait ce que tu obtiens c'est des enveloppes. Tu enlèves les oscillations et tu récupères des enveloppes. Ouais, mais là je ne sais pas si ce que tu dis c'est complètement semblable à ce qui se passe ici. Je ne sais pas, ça dépend complètement de la nature du filtre que tu as derrière, de la couche d'après. Si la couche... Ici c'est une transformation affine, max avec 0. Donc quand c'est positif, ça passe, sinon c'est 0. Oui, ça règle. On fait ça à chaque couche. Oui, mais si le filtre d'après, il est un peu plus large, donc il inclut à lissage. Ah ben, les filtres d'après, à chaque couche, c'est complètement connecté à la couche d'avant. Oui. Donc il voit tout. Sauf qu'évidemment, il y a plein de zéros à l'entrée parce que, mettons, lui, mais il ce voit que je dis, c'est que ceux qui sont actifs à la couche d'avant. Si derrière, tu as quelque chose qui moyenne un petit peu, bah, ça moyenne, effectivement. Et bah, ça va te faire une enveloppe. Ça va te calculer une enveloppe. C'est clair, ça moyenne. Et donc ça va calculer une enveloppe. C'est une moyenne pondérée dont les poids sont appris. Oui, oui, tout à fait. Donc peu importe, ça va faire une enveloppe. Donc ce qu'il voit avant, c'est pas du spar, c'est comme si c'était de l'enveloppe. Très bien. Je vais sauter ces trucs-là. Ah, il y a un... Si ça vous amuse, il y a un démo. Il y a un démo que vous pouvez aller voir si l'Internet revient à un moment donné. Il montre ce qu'on a fait en classification de caractères avec le using autoencoder tout simple. Si vous allez à Deep, vous l'avez dans l'imprimé, dans host22.com, vous allez avoir un démo JavaScript qui montre, vous pouvez dessiner un caractère ici, puis vous pouvez le déformer de plein de manières, rajouter du bruit de plein de manières, changer la polarité, le contraste, mettre des occlusions, rajouter des images en background, et regarder ce qui se passe. Donc ça c'est après les transformations que vous allez faire, et puis vous pouvez regarder qu'est-ce que le réseau reconnaît. Et ça c'est un réseau profond entraîné avec apprentissage non supervisé, et vous pouvez comparer avec un réseau de neurones classique supervisé et pas profond. Et vous allez voir la différence. Et vous allez voir que ça marche, en fait quand le nombre de degrés de transformation n'est pas trop grand, ça marche vraiment bien. En fait, on a fait des expériences qui montraient que ça donnait essentiellement la même chose que des humains, selon le test qu'on a fait avec Amazon Mechanical Turk. Par contre, ça c'est un test qui a été fait sur des caractères propres. Mon impression subjective, c'est que quand on déforme beaucoup les caractères, c'est quand même beaucoup moins bien que des humains. Donc, on a atteint le niveau des humains en reconnaissance de caractères selon ce test, pour des caractères propres, mais pour des caractères très déformés, c'est encore des choses à faire. Je pense que je vais arrêter là. Il y a plein de choses, d'autres choses. Ah oui, les sons, oui, c'est vrai, les sons. On va vous faire écouter des sons, mais alors là, il faut un truc où je peux brancher du son, c'est ça? Ouais. Donc, je vais vous faire écouter quelque chose qu'on a fait avec un RBM récurrent, dans lequel, enfin, l'idée c'est qu'à chaque instant dans le temps, on a une RBM, mais dont les paramètres varient selon une certaine récurrence. Donc, il y a un état dans le temps qui évolue comme un réseau récurrent déterministe, et cet état influence les paramètres de biais d'une RBM qui contrôle la distribution de la prochaine frame qu'on va observer. On a appliqué ça à de la musique. En fait, c'est ça le réseau qu'on a. C'est Nicolas Boulanger qui a fait le travail.
On a appliqué ça de la musique. Ça, c'est le réseau vraiment tel quel. Mais voilà, pas de temps à expliquer. En gros, c'est un réseau récurrent RBM. Alors, on l'a appliqué à plusieurs problèmes. Il y a eu une espèce de benchmark qui a été fait par des personnes qui modélisent des boules qui se promènent selon les lois de la physique. Voilà. Donc ça c'est un genre d'exemple d'entraînement et ça c'est ce que le modèle génère. C'est pas aussi propre. Les collisions ne respectent pas tout à fait les lois de la physique, là vous voyez. Mais bon, c'est pas mal. On peut appliquer ensuite ça à la transcription musicale. Donc là on a de l'acoustique. Et on aimerait récupérer la partition, mais bon, c'est simplifié un peu, c'est-à-dire qu'on veut simplement savoir quel groupe de notes a été joué à chaque instant. Et là, on utilise d'abord un modèle au niveau juste des notes. Alors, ok, ça c'est un modèle qui est la partie acoustique. Donc là, c'est un DBN ordinaire, un LP. Ça, c'est des sparse coding. Ça, c'est du codage non-negative coding. Ça, c'est des trucs qui existait dans l'état de l'art, ça c'est un SVM. Et en gros, regardez la commande fidélité, donc on veut que ce soit le plus grand possible. Donc les deux premiers c'était dans la littérature, ça c'est les tests qu'on a fait. Donc on avait les meilleurs résultats avec un DBM. Mais ça c'est juste la partie acoustique, étant donné une frame, prédire le pitch, donc les notes présentes. Et puis, sans tenir compte de l'aspect temporel. Et puis là, en utilisant la récurrence, on prédit jusqu'à 5 notes à la fois. On combine le modèle acoustique qui prend donc le son en tant que tel et qui prédit les notes courantes, avec un modèle de langage qui prédit, qui donne en fait un score à une séquence de notes. Donc c'est qui donne un score à la prochaine, au prochain paquet de notes étant donné, le prochain accord étant donné les accords précédents, à travers la récurrence. Et ça donne des. Donc là, ça donne des bien meilleurs résultats. C'est dommage que ça coupe ici. Donc là, on est au niveau de la prédiction des notes à 82% correct sur cette base qui nous donne des résultats. Bon, quantitatif, mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter. On va voir si ça marche. D'abord, je vais faire écouter la musique générée par le modèle, qui est pas un modèle qui n'est pas temporel, donc c'est juste une RBM. Les accords sont raisonnables, mais la séquence temporelle, il n'y en a pas. Maintenant, je vais vous faire écouter un modèle qui est un réseau récurrent classique, qui lui est capable de capter les dépendances temporelles, mais comme ce n'est pas un RBM, il a de la misère à capter les dépendances entre notes à l'intérieur d'un instant. Donc ça donne quelque chose comme ça. Je vais essayer. C'est pas fort. Maintenant, je vous montre la musique générée par le modèle qui marche le mieux, donc récurrence et RBM. Et je vais vous faire écouter un autre morceau où là on voit que le modèle est capable de capter des dépendances assez long terme, parce qu'il y a des répétitions. En musique, la répétition c'est super important. Voilà. Non, ça c'est un, je sais pas, c'est quelque part en acoustique. Non, c'est pas du les griches, c'est pas du modèle parce qu'il fait du midi là. Donc voilà. Ça a été publié quelque part. Ça a été soumis à l'IPS et rejeté pour vous rassurer que. Ouais, mais faut pas parler. Ça arrive à tout le monde. Faut pas parler de musique dans les conférences. Je pense que là il est soumis peut-être à une conférence de musique, là je sais plus
si c'est les meilleurs. Et l'album sort quand? Après vocal. Alors voilà, donc j'ai essayé dans ma présentation des derniers jours de vous convaincre qu'il y a des raisons conceptuelles et théoriques d'incorporer dans les architectures pour l'intelligence artificielle une structure avec plusieurs niveaux de représentation. On fait déjà ça quand on ingénière des systèmes à la main, mais en machine learning, c'est encore marginal jusqu'à ce qui s'est fait dans les dernières années avec des gens de mon groupe et d'autres. Et je pense que c'est important d'incorporer cet élément. Évidemment, ce n'est pas la seule chose qui va nous permettre d'obtenir l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est un élément qu'il faut avoir et pas négliger. L'autre partie de ça, c'est que ce n'est pas suffisant d'avoir plusieurs niveaux, il faut aussi que ces niveaux-là nous donnent des représentations et que ces représentations soient suffisamment riches et distribuées. Et puis, il se trouve qu'un élément de la recette qui semble vraiment crucial et utile, c'est que l'apprentissage de ces représentations peut se faire en grande partie de manière non supervisée. Et là, on a vu une explosion d'articles et d'applications de ces techniques dans les dernières années. En particulier, on a trouvé que c'était spécialement performant quand on doit résoudre plusieurs tâches en même temps, quand on doit faire du transfert, quand on doit s'adapter à des nouveaux domaines, quand on doit travailler sur des classes qui n'étaient pas celles qu'on a vues pendant l'apprentissage, quand on est en mode semi-supervisé, donc avec beaucoup d'exemples d'étiqueté, etc. Sinon, il y a encore plein de questions à résoudre. Il y a une page pleine que vous pouvez trouver dans les notes imprimées. Mais pour moi, une des plus importantes, c'est comment faire pour entraîner des modèles qui vont mieux réussir à démêler les facteurs de variation sous-jacents. Pour moi, c'est un Graal. Puis il y a plein d'autres questions plus mineures. Je vous laisse avec le punch, on le manque. Ah, c'est possible. Il y a un site qu'on a mis au point qui s'appelle deeplearning.net. On ne pourra pas le voir parce que... On le voit bien sur la version papier. Okay. Donc si vous allez à deeplearning.net, vous allez voir un peu ce que les gens dans le domaine proposent comme il y a une copie. Lecture, code, base de données, discussion, pointeur à des conférences, des workshops, etc. Des tutoriels en particulier, donc, vous allez trouver les tutoriels qu'on a développés dans mon groupe qui utilisent le logiciel Theano. Theano, c'est une librairie Python qui est un compilateur d'expressions numériques symboliques qui optimise ces expressions pour les exécuter rapidement en C ou sur GPU et qui nous permet de faire ces expériences de manière beaucoup plus rapide en gardant un peu la flexibilité de travailler dans un interprète avec une interface graphique en Python. Donc c'est une alternative à MATLAB qui est gratuite et pour laquelle il y a tout un paquet de codes de tutoriels qui ont été faits qui montrent un peu comment on peut implanter ces algorithmes de manière très simple. Alors voilà, je vous laisse avec quelques images de gens dans mon labo et je vous remercie beaucoup de votre attention.